c'est l'être humain qui va à un moment donné cliquer. On dit toujours, le problème, il est entre le clavier et l'écran. Voilà. Donc c'est ce travail-là qu'on doit faire sur l'être humain, tout en étant conscient évidemment que le risque zéro n'existe pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, on peut encore réduire ce risque de manière relativement importante. Les amis, bienvenue, nouvel épisode du Story Show. Aujourd'hui, on va parler sécurité avec l'ancien chef de la sécurité nationale en Suisse. Bonjour André Nuillard. Bonjour Mathieu. Ancien chef de la sécurité nationale, tu as veillé sur la Suisse pendant des années. Est-ce qu'on devient un peu parano quand on est responsable de la sécurité d'un pays? Non, je crois qu'il faut juste prendre un peu de recul. C'est vrai qu'on est plongé dans toute une série de problématiques. Et c'est vrai que si je prends un peu de recul aujourd'hui, voilà, il y a eu l'émergence du terrorisme en 2012. Il y a aussi eu évidemment les premiers problèmes de cybersécurité. Il y a les problèmes de grande criminalité. Donc voilà, je crois qu'il faut prendre les choses avec un tout petit peu de recul et de hauteur, quoi. Quel profil faut-il avoir pour devenir responsable de la sécurité d'un pays? Alors voilà, il faut avoir, je pense, un intérêt pour la sécurité ou dans son sens le plus large. Alors voilà, j'ai fait des études de droit, on va dire que le droit amène à tout à peu près condition d'en sortir, mais après j'étais à du CICR, voilà, dans des conflits, j'ai une carrière militaire comme officier de milice, j'ai été commandant de police, donc voilà, j'ai effectivement un fil rouge. Et puis c'est vrai que cette fonction de délégué au réseau national de sécurité, c'était la première, j'étais le premier à l'occuper, donc il y avait évidemment tout un challenge d'être le premier, d'avoir la feuille blanche, mais qui est aussi un avantage finalement pour développer cette coordination sécuritaire au niveau de la Suisse. Et une journée type, ça ressemblait à quoi? Quand on est responsable de cette sécurité, quelle est la journée type? Alors je crois qu'il y a un premier élément qui est évidemment de lire un certain nombre d'analyses qui parviennent, que ce soit au niveau des services de renseignement ou aussi du service de police. J'avais évidemment là accès à pas passablement d'informations. Je crois que ça c'est un élément important pour commencer la journée. Puis après, l'autre élément, c'est parcourir la Suisse, voilà, avec les différents partenaires d'un lieu à l'autre. Et puis l'autre partie, je crois que c'est aussi la partie, les projets à mener. Voilà, un projet qu'on a amené qui était, pour moi, qui vient d'aboutir maintenant, qui était celui justement de créer un e-learning pour l'ensemble des administrations publiques dans le domaine de la cybersécurité, voilà, pour mettre ça à disposition. Donc voilà, c'est un mélange, on va dire, d'analyse, de contact et puis de conduite de projet. E-learning, on reviendra un peu sur cette sensibilisation. On parle de sécurité, mais évidemment, c'est la cybersécurité qui occupe absolument tous les médias, qui occupe l'actualité. Tout récemment, c'est la société d'hébergement informatique X-Plane en Suisse qui a été piratée et par effet boule de neige, plein de petites sociétés, de plus grandes sociétés ont été impactées. C'est même donc l'armée suisse ou encore l'Office fédéral de la police, la FEDPOL, qui sont indirectement touchés. Est-ce que la Suisse est une cible de choix? Est-ce qu'entre plusieurs pays, la Suisse va attirer plus l'œil qu'un autre pays? Non, je crois qu'aujourd'hui, la problématique de la cybersécurité, elle est globale. Elle touche l'ensemble des pays. Après, la Suisse reste la Suisse, qui garde un certain nombre, on va dire, d'attraits pour les criminels, tout simplement aussi par rapport à notre richesse. Évidemment que c'est plus facile d'extorquer des Suisses que des gens peut-être à l'autre bout de la planète. Je crois que ça, c'est une évidence. Mais je dirais que la problématique, on fait face à la même problématique au niveau de l'ensemble des pays occidentaux. Et je crois que là, on a un vrai défi à relever encore au cours des prochaines années. Justement, il n'y a pas une semaine sans qu'on parle de cyberattaque et on a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. On n'a pas cette envie de bouger. C'est pourquoi les gens aujourd'hui n'investissent pas, pourquoi les entreprises n'investissent pas plus dans cette cybercriminalité, contre cette cybercriminalité. Alors, je crois qu'il y a différents aspects. Je crois qu'il y a tout d'abord le fait que la digitalisation nous a facilité la vie. Et puis, on a vraisemblablement aussi fait une forme de confiance quasi aveugle à ces systèmes, à nos prestataires, en disant ça va marcher, c'est sûr. Puis aujourd'hui, on se rend compte qu'évidemment que ce développement technologique amène avec lui un certain nombre de risques. Et l'interconnexion, si je dirais, du monde aujourd'hui amène aussi un certain nombre de vulnérabilités. Donc je pense qu'il est encore temps pour essayer de, en quelque sorte, redresser la barre. Mais c'est vrai que ce qui se passe depuis 2 à 3 ans, c'est un phénomène qui est plutôt exponentiel. Les États-Unis estiment que par année, c'est 6 000 milliards de dollars qui ont été volés par les réseaux informatiques. Donc voilà, on a un vrai problème aujourd'hui. C'est un enjeu de société. Je crois que ça ne touche pas. Longtemps, on a cru que j'ai un bon informaticien dans mon entreprise, donc en fait, il va résoudre les problèmes et ça ne me concerne pas, moi, patron de PM. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un enjeu
de société, ça concerne tous les dirigeants, que ce soit des dirigeants au niveau d'entreprise, mais ça concerne aussi la population, puis évidemment c'est un enjeu aussi au niveau politique. Donc je pense qu'aujourd'hui on doit avoir une vraie prise de conscience qui fait encore un peu défaut. Salutations à tous les informaticiens qui doivent du jour au lendemain gérer de la formation et de la sensibilisation aux cyberattaques. Effectivement, avoir un informaticien ne suffit pas. Mais tu me parlais du parallèle avec les voitures, qu'aujourd'hui la cybercriminalité c'est un peu les débuts de la voiture. Oui, c'est ça, parce que alors le début de l'automobile, là, en fait, c'est quelque chose qui est nouveau, qui est dangereux. Hein. Alors on pourrait juste revenir simplement aux années 70. Hein. Dans les années 70, dans le canton de Neuchâtel, il y avait encore plus de 50 morts sur les routes par année, avec un parc à véhicules qui était évidemment nettement inférieur. Aujourd'hui, on arrive à 10, 11 morts par année, nettement moins de blessés, avec un parc automobile qui a augmenté. Simplement, il y a eu une prise de conscience au niveau de la société. On a pris des mesures, évidemment, sur le plan législatif. Hein. La loi sur la circulation routière qui a amené un certain nombre de restrictions, mais on a pris des mesures aussi techniques au niveau des véhicules, de la sécurité. Et puis, on a aussi fait un gros travail de prévention. On a tous eu les policiers de la brigade d'éducation routière qui ont passé dans les classes pour nous apprendre à traverser la route. Et je pense qu'aujourd'hui, on se trouve face à un même phénomène. C'est un problème de société qui pose des problèmes, qui cause des dégâts, qui fait perdre de l'argent, qui peut même provoquer la fermeture d'entreprises. Donc la réaction, pour moi, elle doit être au même niveau. Et je pense simplement qu'on doit tous acquérir quelques réflexes, comme on nous a appris à traverser sur un passage piéton, mais simplement développer une forme aussi de cyberhygiène, finalement, d'avoir tous quelques réflexes qui font encore aujourd'hui beaucoup défaut. Et je profite alors de passer à une question. Comment sensibiliser, puisque elle doit se faire. Tu parles d'une prise de conscience. Est-ce qu'il faut avoir, excuse-moi l'expression vulgaire, mais est-ce qu'il faut avoir la tête dans la M pour se dire je dois agir? Comment ça va se passer? Alors je crois que c'est un travail qui est évidemment de longue haleine, comme tout travail de sensibilisation. Il s'agit d'une part de convaincre, on va dire, les décideurs, d'investir du temps, d'investir de l'argent dans ce travail de sensibilisation. Il faut évidemment convaincre ses collaborateurs de faire ce travail. Il faut faire le travail aussi de contrôle derrière. Et puis je crois que c'est un message qu'il faut répéter. Alors on prend l'exemple classique, hein, les mots de passe. Hein, voilà, c'est une première mesure. Et ce travail de sensibilisation doit être fait, je dirais, à tous les échelons de la population. Alors on a parlé évidemment de l'école. Je pense que l'école est un lieu important. N'oublions pas aujourd'hui, par exemple, que les personnes du troisième âge sont aujourd'hui toutes connectées. Elles sont aussi évidemment des cibles pour les cybercriminels. Ce n'est pas la même prévention qu'on va faire à ce niveau-là, mais on doit le faire vraiment sur l'ensemble de la population. Et c'est là qu'il nous manque encore une vraie stratégie dans ce travail de sensibilisation. Ancien chef de la sécurité nationale, moi j'ai une question peut-être assez naïve, mais est-ce qu'un État peut s'assurer? C'est-à-dire qu'est-ce que la Suisse peut aller toquer à la porte de la Bolosse en disant bonjour, j'aimerais payer ma prime et être assuré en cas d'attaque? Alors évidemment que l'État, que ce soit la Confédération, mais aussi les cantons, ne s'assurent pas contre ce type de risque. Hein. Ils font ce qu'on appelle de l'auto-assurance. Hein. Donc évidemment que les contrats qui sont conclus sont limités à des aspects bien spécifiques. Mais je crois que c'est... Alors d'une part, il y a une mission de l'État finalement à protéger ses citoyens contre les cyberrisques. Hein. Je crois que ça, c'est peut-être le premier enjeu. Alors je ne dis pas que la Suisse est restée les bras croisés ces dernières années. Hein. À partir du 1er janvier, on aura un nouvel office fédéral, hein, l'Office fédéral de la cybersécurité. Ça montre simplement qu'on a créé ici une nouvelle structure. Mais évidemment que le problème est un tout petit peu plus complexe que face à d'autres risques criminels, parce que les criminels sont à peu près insaisissables, on ne les voit pas, on ne sait pas d'où ils opèrent. D'autre part, ils opèrent à l'échelle d'une planète. Hein. On a toujours l'impression qu'on a été visé spécifiquement. Et je crois que si on n'est pas visé spécifiquement, c'est des attaques qui sont lancées par dizaines, par centaines. Et puis voilà, à un moment donné, on touche une commune, on touche une entreprise, on touche un citoyen qui va cliquer. Hein. Et puis on reste dans quelque chose qui est profondément humain, parce que le problème finalement, c'est l'être humain qui va à un moment donné cliquer. Hein. On dit toujours, le problème il est entre le clavier et l'écran. Voilà, donc c'est ce travail-là qu'on doit faire sur l'être humain, tout en étant conscient évidemment que le risque zéro n'existe pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, on peut encore réduire ce risque de manière relativement importante. Une attaque, j'imagine que c'est des milliers de cibles en une fois. Du coup, la stratégie, c'est quoi? Je suis attaqué, je fais l'autruche et je ne réponds pas, je n'agis pas, je ne fais rien parce que de toute façon, il y en a des milliers d'autres qui vont peut-être réagir. Quelle est la bonne stratégie quand on détecte une attaque? Alors le problème qu'on a aujourd'hui encore, si je tire un parallèle avec les cambriolages, j'avais 99% de reporting à la police, déjà aussi pour des questions d'assurance. Mais au niveau des cyberattaques, on estime, c'est vraiment une estimation que seule la pointe de l'iceberg finalement est dénoncée à la police
et que vraisemblablement, c'est peut-être à peine 10% des attaques. Donc je pense que le premier aspect, c'est d'annoncer le cas. Alors évidemment qu'on entend souvent, mais que va faire la police? Que va pouvoir faire la police? Alors c'est clair qu'on ne va pas pouvoir forcément restituer les données ou l'argent, mais il y a évidemment pour la police une nécessité d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe, pour pouvoir déterminer s'il y a une série qui travaille. Et je crois que ça, c'est le premier élément qui est important. Et puis après, au niveau des entreprises, il ne faut pas avoir peur non plus de communiquer. Je crois que ça a aussi un effet de prévention. Aujourd'hui, on est encore trop dans la non-communication pour des effets évidemment de réputation. Je crois que ça, c'est l'autre élément. Et puis le troisième élément pour les attaques de type rançongiciel, c'est de ne pas payer la rançon, parce qu'évidemment, payer la rançon, c'est favoriser l'activité criminelle. Et puis ensuite, évidemment, de prendre un certain nombre de mesures. Mais on sait qu'aujourd'hui, il y a des attaques qui peuvent coûter très cher. Très cher parce qu'il faut remettre les systèmes en route. Parfois, il faut modifier l'architecture de l'informatique. Donc évidemment, c'est un coût qui est aujourd'hui énorme pour l'économie. Et je pense que c'est là qu'on doit arriver à réduire l'impact de ces attaques. Bon, ne pas payer la rançon, mais qu'on soit transparent. Dans la majorité des cas, les rançons sont payées, non? Oui. Alors, le message officiel, il dit ne pas payer parce qu'évidemment, c'est contribuer à nourrir le système. Et on voit aujourd'hui que, en quelque sorte, les prix prennent l'ascenseur parce que c'est évidemment extrêmement lucratif. Aujourd'hui, c'est un vrai business model. Enfin, il y a ceux qui développent les outils pour les attaques. Il y a ceux qui font ce qu'on appelle les opérations de social engineering pour essayer de trouver des cibles. Il y a ceux qui vont voler les données, ceux qui les revendent. Donc, on est aujourd'hui dans un vrai business. Et puis, évidemment, que le problème, c'est que souvent, lorsqu'on est bloqué avec ces données et qu'on paye la rançon, les criminels vont envoyer les codes de déchiffrage. Et voilà. Et ça marche aujourd'hui à peu près dans 98% des cas. Donc, ils jouent les règles du jeu. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin que ça fonctionne pour que le business continue, quoi. Non, mais est-ce que ça veut dire que je dois avoir confiance en celui qui pique dans le porte-monnaie? Non. Et je pense que la position de base reste vraiment ne pas payer, parce que c'est évidemment favoriser l'activité criminelle. Mais évidemment qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas fait les sauvegardes nécessaires. Et puis simplement ne plus avoir les données qui ont été bloquées, volées, parce qu'elles ne se situent pas sur un autre serveur, elles n'ont pas été sauvegardées, ça pose un vrai problème de fonctionnement. Et c'est souvent ça qui pousse en fait les entreprises en particulier à payer ces rançons. Et moi j'ai eu des contacts avec un hôpital universitaire où l'enjeu est relativement grand. C'est la santé, c'est la vie des patients pour qui il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'en cas de rançongiciel, ils payeront, même si la somme se montre à plusieurs millions. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a évidemment la relation entre le fait de pouvoir disposer à nouveau de la pleine fonctionnalité de ces systèmes, et ne pas en disposer peut avoir des conséquences graves, et puis le fait de se dire, quel est le prix finalement de sauvegarder mon entreprise? Est-ce que ça vaut X centaines de milliers ou X millions de francs? Je crois que c'est cette question-là qui se pose aujourd'hui, mais c'est évidemment nourrir le système, et je crois que ça, c'est évidemment le problème qu'on a. S'il y a des boîtes et des entreprises qui nous écoutent, en une phrase, que faut-il faire demain matin à 8 h pour se rapprocher d'une période moins risquée en matière de cyberattaque? Alors, je crois qu'au niveau d'une entreprise, il y a plusieurs choses qu'on peut faire qui sont relativement simples. C'est d'une part de connaître son architecture informatique. Souvent, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il est possible de faire des audits, de connaître les faiblesses, ensuite de les corriger. Et puis l'autre, je dirais, axe qui est extrêmement important, qui est celui de répéter ces messages de prévention, aussi de travailler avec des tests de pénétration, de montrer les faiblesses, de rappeler aux collaborateurs un certain nombre de règles de base. Et avec ça, on va réduire le risque. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore toute une série de lacunes dans ce domaine-là. Et je dis toujours, la question des cyber-risques, c'est une affaire de management. C'est une question qui doit être sur la table du conseil d'administration, qui doit être sur la table de la direction. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut laisser simplement au niveau technique. Et puis, le problème, et X-Plane l'a démontré, c'est évidemment la sous-traitance. Parce que le problème peut venir de son sous-traitant, en qui on a pleine confiance. Et je crois que par rapport aux sous-traitants, aujourd'hui, c'est un marché, finalement, il n'y a aucune norme. On ne fait aucun contrôle de qualité chez les sous-traitants. Alors qu'on le fait dans d'autres domaines. Si on prend les appareils électriques, c'est normé, contrôlé, etc. On vient chez vous contrôler. Dans ce domaine-là, aujourd'hui, c'est encore en quelque sorte un peu la jungle. Et je pense que là aussi, il va y avoir un travail sur essayer de normer un certain nombre de prestations. On va terminer l'interview avec quelques photos. Il y a une première photo qui va s'afficher ici à l'écran. Un SMS qu'on reçoit, voilà, votre colis poste, là c'est l'exemple, c'est Colissimo, votre colis de la poste arrive, a du retard, il faut payer pour le débloquer, etc. On a tous ça dans la poche. Comment est-ce qu'il faut réagir avec un SMS comme celui-ci? Au moindre doute, ne jamais cliquer sur le lien. Parce que dès le moment où on aura cliqué sur le lien, on va dire que c'est le début des problèmes.
Alors évidemment, on va tous un jour peut-être cliquer sur un de ces liens parce qu'évidemment, on est parfois stressé, on lit à moitié le message, on ne se pose même pas la question « est-ce que j'ai une commande qui est en route ?» Et puis en cas de doute, toujours rappeler. On peut toujours rappeler Colissimo et autres, dire « est-ce que j'ai un colis qui arrive ?» Et je crois que ça c'est... Si on a le moindre doute par rapport à un message et un lien où on nous demande de cliquer, il faut vraiment réfléchir à 3 fois avant d'aller plus loin. Je crois que ça c'est essentiel. Si on clique, là c'est déjà trop tard? Et oui, dès le moment où on clique, ça sera trop tard. Et dès ce moment-là, alors... Aujourd'hui, il y a évidemment différents systèmes. On peut avoir un virus qui va s'introduire dans votre informatique, mais qui va peut-être dormir pendant des mois. Donc, on va se dire, pas de problème, j'ai pas de souci, il n'y a pas de colis qui est arrivé, c'est une erreur, etc. Et le système peut se réveiller des mois plus tard. C'est ce qu'on a connu, par exemple, dans une affaire célèbre, l'affaire Ruag, il y a quelques années. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut bien être conscient. Dès le moment où on clique, c'est déclencher, on va dire, l'entrée du virus dans votre système. Une deuxième photo, là on passe sur un email, elle va s'afficher à l'écran. Là, c'est plus complexe, il y a du logo, il y a du travail, on voit commande avec s@amazon.fr, etc. On parle d'argent, on parle d'urgence, il faut urgemment payer pour débloquer, il faut urgemment agir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour analyser un email cette fois, pas un SMS, un email? Alors, je crois que lorsqu'on reçoit beaucoup d'emails, voilà, que ce soit d'entreprises qui nous disent qu'on a une commande ou bien... Il y a aussi maintenant la police fédérale, comme quoi on aurait été surpris sur les sites interdits, puis qu'on peut payer une amende, somme toute modeste, de 40 francs, etc. Et je crois que, d'une part, c'est bien vérifier, on va dire, le design de l'email, parce que souvent il y a des erreurs, même si aujourd'hui on se rend compte que, évidemment, les criminels s'améliorent aussi. Et puis l'autre aspect, c'est tout bête, c'est le clic droit sur l'adresse email. Même si elle est libellée La Poste, Swisscom, mais si on fait un clic droit, on verra effectivement l'adresse. Et souvent, c'est là qu'on constate que ce n'est pas l'adresse d'origine. Donc voilà, ne pas répondre. Mais là aussi, c'est quelques réflexes de base, mais que parfois, on va peut-être oublier parce qu'on est pris par le temps, parce qu'on est stressé. Donc, mais ça, c'est n'importe qui peut le faire et je crois qu'on éviterait déjà passablement de problèmes en faisant ces petits contrôles de base. Les gens qui ont reçu le mail, il va s'afficher là, on fait ce fameux clic droit, non pas sur l'adresse mail, mais sur l'adresse en fait de renvoi et on voit que Microsoft est écrit avec un accent. Ça, c'est impossible à détecter si on n'a pas les réflexes. Alors aujourd'hui, évidemment, c'est ce que font les criminels, c'est de modifier l'adresse email qui n'est pas celle d'origine, mais on peut modifier une lettre, un accent, etc. Donc vraiment être attentif. C'est peut-être d'avoir un peu plus de concentration lorsqu'on fait ces contrôles et pas simplement de voir de loin, ah ouais, Microsoft, c'est bon, mais vraiment de lire chaque lettre pour voir si on n'a pas un problème particulier dans le libellé de l'adresse, quoi. André, merci infiniment pour cette interview sur la sécurité, la cybersécurité. Merci beaucoup. Merci. Les amis, merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Évidemment, abonnez-vous, activez la cloche, c'est important. Créons cette communauté. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée, peu importe le moment auquel vous regardez cet épisode. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. To you.